Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Je m'appelle Talia Chang. Je suis bibliothécaire universitaire et vice-provost à l'Université d'Ottawa. Je suis la bibliothécaire en chef et vice-provost à l'Université d'Ottawa. I also have the great pleasure of being Pardon. the J'ai co-president. aussi le plaisir d'être la coprésidente du Groupe de groupe de travail travail des dépôts ouverts. de la BRC. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous accueillir à cette session très intéressante. It's my pleasure to welcome you all to today's session, Looking for a Needle in a La Haystack. séance s'intitule À la recherche d'une aiguille dans une botte de foin, augmentation de la visibilité de la recherche canadienne par la collaboration entre l'ABRC et Open Air. Veuillez noter que la séance d'aujourd'hui aura de l'interprétation simultanée. Si vous souhaitez entendre la présentation en français ou en anglais, vous pouvez utiliser la fonction d'interprétation et choisir soit l'anglais ou le français. Si vous voulez écouter la présentation dans la langue d'origine, vous pouvez laisser le système tel quel. De traduction simultanée. Si vous aimeriez suivre la présentation dans le même langage que le présentateur, présentatrice donnent leurs commentaires, il n'y a rien à changer sur votre interface, mais si vous aimeriez suivre la session en anglais ou en français, il y a un petit icône en bas de l'écran et vous avez simplement de faire le changement de langage dans la boîte. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans la boîte de clavotage. If you're experiencing any technical issues, don't hesitate. En cas de difficulté, n'hésitez pas à les ajouter au fil de discussion. En commençant, j'aimerais reconnaître le territoire sur lequel j'ai le privilège de vivre et de travailler. Je suis à Ottawa, le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins et Anishinaabe. La terre demeure non cédée. L'Université d'Ottawa et moi avons le privilège de mener nos vies, nos activités ici sur le territoire traditionnel algonquin. J'aimerais vous encourager à reconnaître le territoire traditionnel duquel vous participez dans le fil de discussion. Avant de poursuivre avec la séance, voici quelques instructions d'intendance. J'aimerais vous partager le code de conduite de la BRC disponible en anglais et en français. Ma collègue Lise vient d'ajouter un lien dans le fil de discussion pour que vous puissiez le consulter. Les organisateurs du webinaire s'engagent à vous offrir un environnement accueillant et sécuritaire. Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez communiquer avec Suzanne Egg, directrice générale de la BRC. Nous allons ajouter son adresse courriel dans le fil de discussion. Ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera affiché dans le canal YouTube de la BRC. Vous pouvez partager des liens utiles ou de l'information pertinente qui vous vient à l'esprit alors que vous suivez la séance. Il s'agit d'une opportunité d'interaction et je vous encourage à contribuer. Nous allons aussi activer la fonction questions et réponses. Vous pouvez soumettre vos questions par la fonction Q&R. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Catherine Shear, l'animatrice, qui est associée de recherche à l'Association canadienne des bibliothèques de recherche et les directrices de la Confédération des dépôts ouverts. À vous la parole, Kathleen. Merci beaucoup, Talia. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous partager une introduction à Open Air, qui est un service financé par la Commission européenne pour la science ouverte. Nous allons parler de la collaboration entre l'ABRC et Open Air au cours des 5 dernières années. Open Air est, entre autres, un service de découverte qui moissonne du contenu de différents fournisseurs et éditeurs partout au monde. Le système essaie d'établir des liens entre le contenu, les établissements et les bailleurs de fonds. Natalia nous donnera tous les détails durant sa présentation.
L'ABRC participe à cette collaboration avec l'objectif d'ajouter le contenu canadien dans l'agrégat OpenAir et d'établir des liens d'affiliés. L'ABRC a lancé un groupe de travail il y a quelques années sur l'espèce du groupe de travail sur les dépôts verts. Bon nombre de travaux ont été menés depuis avec différents responsables de la mise en œuvre pour créer des ressources et appuyer les établissements canadiens à avoir du contenu moissonné par OpenAir. Ce webinaire marque la prochaine phase du projet. Nous voulons passer du groupe de mise en œuvre préliminaire et de l'étendre à l'ensemble des Canadiens. Nous avons un programme assez chargé. Natalia va parler pendant 20 minutes. Nous aurons quelques questions après sa partie. Ensuite, nous allons avoir nos prochains présentateurs. Nous souhaitons garder du temps à la fin pour les questions. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Natalia Manola, PDG d'OpenAir. Elle nous parle d'Athènes en Grèce. Merci, Natalia. Bienvenue parmi nous. Sans plus tarder, vous pouvez partager votre écran. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité de collaboration. Cette collaboration est nécessaire pour l'avenir. J'en parlerai durant ma présentation. J'aimerais remercier l'ABRC pour mettre cette collaboration au centre de nos efforts. À la recherche d'une aiguille dans une botte de foin, c'est un titre tout à fait à propos. J'aimerais vous parler de la collaboration canadienne avec OpenAir. Je vais vous parler de la séance ouverte en Europe et quelques mots sur OpenAir pour vous donner le contexte de la collaboration. La séance ouverte ici, nous savons tout ce que ça comporte. Nous voulons avoir un accès libre aux publications, mais nous allons au-delà des publications. Nous parlons de données de recherche ouvertes, de données conformes aux principes FAIR. Nous parlons des matériels et des logiciels ouverts. OpenAir est une chose permanente, c'est une mentalité différente pour mener des travaux. Je vais vous expliquer comment nous nous positionnons dans ce schéma. La science ouverte en Europe a connu un long parcours. Voilà pourquoi OpenAir est un peu plus avancé que sur d'autres continents. Nous avons commencé tôt. La Commission européenne a commencé à partir d'un programme cadre avec des projets pilotes pour les publications en accès libre. Nous sommes passés d'un projet pilote à une approche pour toutes les publications. À partir de 2012, nous avons commencé à ouvrir l'accès aux données. Ensuite, nous avons eu l'accès libre aux données par défaut. Nous sommes maintenant à l'ère EOSC, l'info nuagique scientifique pour les données ouvertes. Les données ne sont pas toujours conformes au principe FAIR, mais elles sont découvrables. Nous en sommes à un stade où la science ouverte est le modus operandi. Il faut savoir qu'il s'agit du financement de la Commission européenne pour la recherche, mais chaque État en Europe a ses propres sources de financement. Les bailleurs de fonds commencent à suivre ce qui a été établi par la Commission européenne. Le nuage de sciences ouvert de la Commission européenne est un élément incontournable dans les établissements et les bibliothèques universitaires. Je vais vous expliquer comment les choses sont orchestrées. Voici où a commencé OpenAir et voici où nous sommes devenus une entité juridique. OpenAir est un organisme à but non lucratif établi en 2018, établi en Europe avec des États membres et des organisations membres faisant partie de nos membres. Nous avons 47 membres de 34 pays européens.
Vous pouvez voir toutes l'élan que nous avons cumulé. Il s'agit d'un effort de science ouverte. Il faut cependant savoir qu'il y a des connotations à la science ouverte, mais c'est une question de ressources ouvertes, de matériel ouvert. À OpenAir, nous ne pouvons pas nous concentrer sur tous les aspects, mais nous nous concentrons sur les communications savantes ouvertes. Voici comment nous fonctionnons. C'est pertinent dans l'ensemble de nos collaborations partout au monde. Nous avons une infrastructure en deux volets. Il y a le volet humain et le volet technique. Selon le sujet et la question, je ne sais pas si le volet humain ou le volet technique est plus important. Les deux sont tout aussi importants et ils sont interdépendants. Du côté du volet humain, nous avons un milieu de pratique. Dans chaque pays, dans chaque État membre, nous avons des milieux de pratique. C'est un peu comme les provinces et les municipalités au Canada. Nous avons des ambassadeurs, des experts, des formateurs et des responsables de la mise en œuvre qui ont la responsabilité de mettre en œuvre les principes de la science ouverte. Le volet humain a plusieurs activités, fonctions connexes. Nous essayons d'autonomiser ou d'habiliter les ambassadeurs avec les bonnes pratiques. Il s'agit des personnes et des organisations qui partagent les bonnes pratiques avec les organisations dans leur pays. Pour le volet technique, nous parlons de fédération et d'interopérabilité. OpenAir n'offre pas d'infrastructure. Nous sommes plutôt un fédérateur et un connecteur de systèmes existants. Les investissements se font dans les établissements postsecondaires, dans les régions, dans les États. OpenAir crée des technologies parapluies afin de fédérer, de connecter et de partager de l'information. Voici notre fonctionnement. Nous avons trois piliers d'action. Premièrement, nous avons des services. Je vais vous expliquer brièvement les services. Nous connectons les dépôts, les revues en accès libre, l'interopérabilité. Nous avons des mesures. Il s'agit des fondements de la recherche en sciences ouvertes. Et bien sûr, la gestion de données de recherche. Ensuite, nous nous concentrons sur la formation. Nous avons une infrastructure robuste de formation avec les bureaux nationaux d'OpenAir. Ensemble, nous créons de la documentation et chaque État fait de la formation, soit pour de la sensibilisation, des questions juridiques, des questions de gestion de données, des questions de financement également. La Commission européenne a une politique robuste par rapport à la science ouverte et les États membres sont en train d'adopter leur propre politique, soit sur le plan national, soit sur le plan des établissements. Nous avons constaté qu'il faut un arrimage. On ne peut pas avoir trop de politiques différentes qui coexistent, ce qui peut nuire au fonctionnement. Voilà où nous intervenons. Pour les services, je vais vous présenter brièvement nos services. Nous offrons des services car nous sommes un fournisseur de services pour l'Europe et les États européens. Vous connaissez sans doute Zenodo, qui est un dépôt de données et un dépôt de publication. Nous avons Argos, qui est un plan de gestion de données. Nous avons Amnesia pour anonymiser les données. Au milieu, si vous voyez une série de services qui seraient les logiciels intermédiaires pour les fournisseurs, où nous agrégons les données, nous rassemblons les métadonnées pour faire en sorte que tout le monde suit les directives et les bonnes pratiques de format pour les métadonnées.
Nous avons des services pour lier les publications aux données. Nous avons les courtiers qui échangent ces données avec les dépôts si nous constatons qu'il y a une amélioration potentielle. Dans la rangée inférieure, il y a les services pour les milieux de la recherche et les chercheurs et chercheuses. Si vous consultez notre portail, vous verrez que nous avons des services pour l'ensemble des acteurs. Notez-le car nous configurons les dépôts, mais il peut y avoir de nombreux services liés au contenu qui est agrégé des dépôts. Nous veillons aux besoins des chercheurs, des gestionnaires de la recherche, des bibliothécaires universitaires. Quand nous parlons de communication savante ouverte, nous parlons de services qui couvrent une grande gamme d'acteurs et d'intervenants. Je vais vous parler de Open Air Research Graph, un des fondements de notre collaboration avec la BRC. Je serai brève ici. Vous trouverez plus d'informations en cliquant le lien. Pas beaucoup de personnes connaissent ce graphique de connaissances. Vous connaissez sans doute les représentations graphiques de Facebook, des réseaux sociaux. Ici, il s'agit d'un réseau d'entités de communication savante. Un établissement, il y a des gens à du financement, à des résultats de recherche et ainsi de suite. Comment tous ces éléments se connectent? Et si c'est connecté, il faut identifier uniquement chaque entité. Ensuite, il est possible de poser des questions pour trouver des réponses. Quelle serait la production de l'établissement, par exemple? Quelle est la production en sciences humaines et sociales dans mon établissement à comparer aux publications en nanotechnologie? Quelle est l'ampleur de la science ouverte produite? Ce sont des questions pour lesquelles il est possible d'obtenir des réponses rapidement si toutes ces entités sont bien connectées. OpenAIRE essaie d'établir ce schéma, non seulement pour la science ouverte, mais pour l'ensemble des communications savantes. Ensuite, nous nous concentrons sur la science ouverte, car nous nous soucions de la science ouverte. Nous voulons faire en sorte que chaque entité, que chaque produit de recherche soit disponible librement. Les volumes peuvent être excessifs aujourd'hui, bien qu'on puisse avoir 3 millions de publications chaque année en anglais seulement. Ce n'est pas du savoir. Il faut être en mesure de mettre cette recherche dans le contexte. Je crois que ce sont des choses que vous connaissez. Dans le graphique Open Air sur la recherche, nous voulons faire ces liens pour pouvoir répondre aux questions qui nous apportent. Nous avons 120 publications ici dans le graphique. Nous avons à peu près 50 millions de textes, des données de recherche, des logiciels, d'autres projets de recherche. Les bibliothèques peuvent venir ici et identifier les produits. Il y a 30 bailleurs de fonds, 23 ici, c'est un chiffre un peu dépassé. Nous faisons une agrégation de 90 000 fournisseurs de contenu. J'ai mis seulement 4 publications. Vous pouvez voir que la moitié est en accès libre. Sur le plan mondial, c'est assez bien. C'est possible d'en faire plus, d'en faire davantage avec les politiques sur la science ouverte, mais c'est néanmoins acceptable. Pour revenir à la collaboration entre la BRC et OpenAIRE. OpenAIRE a fait de l'agrégation de contenu de partout au monde. Il y a une structure informatique sous-jacente. Nous avons un processus pour agréger le contenu. Il y a de la duplication. Nous avons des algorithmes d'intelligence artificielle par-dessus. Nous produisons ce graphique. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Ce sera probablement impossible d'atteindre ce stade de perfection. Or, nous sommes en bonne position selon le graphique. La collaboration entre OpenAIRE et la BRC a fourni différents bénéfices.
Pourquoi? Parce qu'il y a du financement de la Commission européenne pour livrer certains services en Europe. Mais pourquoi avoir une collaboration entre la BRC et OpenAir? Pourquoi la BRC et autres organisations ailleurs au monde veulent collaborer? Eh bien, nous savons que la recherche est mondiale. Les produits de recherche en Europe ne peuvent pas seulement rester en Europe. Ce qui est produit au Canada ne peut pas rester uniquement au Canada. La recherche se fait souvent en collaboration internationale. Les résultats devraient être partagés. Les bailleurs de fonds nous offrent du financement et ont des attentes mondiales. Ce qu'il nous faut dans notre vision, c'est d'avoir une infrastructure mondiale ouverte avec des nœuds décentralisés. Dans OpenAir, nous voudrons avoir des milieux partout au monde. OpenAir, ici en Europe, la BRC au Canada, par exemple, nous partageons des responsabilités, nous partageons des ressources et nous partageons de la gouvernance dans notre vision. Nous voyons que les bibliothèques jouent un rôle central. Nous les percevons comme le milieu de changement. Les bibliothèques, partout au monde, sont en train de redoubler leurs efforts. Ce sont des efforts que nous accueillons. Il y a un renouvellement de l'infrastructure avec une clarification des rôles et responsabilités. Nous menons des efforts entre les différents États membres. Nous apprenons des uns des autres. Nous partageons du contenu, des bonnes pratiques et nous pratiquons des savoirs et des technologies. Les ressources des pays diffèrent et les ressources n'ont pas le même niveau de maturité. Mais nous alignons, nous devenons des partenaires égaux ici dans les collaborations. Nous visons l'accès libre à. Les dépôts jouent un rôle important dans la fédération. Peu importe le libre accès qu'on obtient au statut A ou la publication en libre accès, techniquement, nous voyons encore des obstacles. Nous voyons des obstacles d'accès. Il est possible d'accéder à un site Web avec un clic, mais dans certains cas, ce n'est pas pertinent à cause du volume. Il faut que les machines puissent avoir accès et nous avons d'autres obstacles et de l'innovation lente. Nous constatons concrètement que les dépôts jouent un rôle important dans la fédération et les services qui se rattachent. Le portail Explore Canada, nous avons travaillé avec votre groupe. Nous avons un sous-ensemble, nous avons la version bêta qui sera mise en production. Nous avons notre portail bêta qu'on appelle Open Air Canada Explorer. Le nom que nous avons donné temporairement, ça peut changer. C'est fondé sur notre graphique sans agréger autant de dépôts canadiens selon l'affiliation aux établissements et aux universités au Canada et les affiliations bailleurs de fonds. Nous avons trouvé à peu près 2 millions de publications, projets de recherche, des données de recherche qui sont connectées à des projets très prometteurs. Vous pouvez voir des chiffres ici pour 3 bailleurs de fonds canadiens avec une organisation, une curation semi-automatisée. Nous avons l'IRSC avec 55 000 produits de recherche que nous avons générés avec l'exploration des données. Nous avons le CRSNG et nous avons le CRSH. Vous pouvez voir qu'en menant ce projet pilote, nous avons des très bons résultats à présenter. Voici les prochaines étapes. Comme Kathleen a mentionné, nous nous attendons à voir tous les dépôts
au Canada qui s'arriment avec les lignes directrices d'OpenAir pour qu'il puisse y avoir une participation au partage de contenu mondial et un partage du contenu canadien. Ce qu'on voit avec le contenu supplémentaire organisé, Kathleen m'a demandé d'en parler, les directives OpenAir pour les fournisseurs de services, des dépôts de littérature. Nous savons que vous établissez des pratiques de gestion de données de recherche pour ces dépôts. On regarde les logiciels et les systèmes utilisés. Nous voulons que le Canada et la BRC puissent adopter une vision globale sur ces produits de recherche. En plus de ça, nous aimerions collaborer avec vous sur l'utilisation des données. Pour la prochaine étape, nous voulons aller plus loin. La première étape, nous voulons partager et échanger le contenu. Ensuite, nous voulons voir quelle est la réutilisation du contenu, combien de clics et combien de téléchargements se font. Nous voulons établir une infrastructure mondiale de mesure. Il y a les citations ouvertes et Crossref qui a le système de suivi de citations et nous avons le dénombrement de recherche de la part des dépôts. Nous pourrions aussi obtenir les données des éditeurs. Il faut songer au rôle des dépôts afin que ces chiffres soient bien communiqués avec l'ensemble des acteurs. La deuxième partie de ce contenu organisé serait OpenOrgs. C'est un service ouvert. Nous travaillons avec diverses organisations et identifiants. Les organisations de recherche ont différentes nomenclatures et différentes identités. J'ai choisi l'Université McGill. Nous avons trouvé dans 5 ou 6 bases de données des noms différents. Si vous regardez les chiffres ici, il y a différents identifiants et l'Université McGill a différentes organisations associées. Est-ce qu'il s'agit d'établissements de McGill? Est-ce que c'est une organisation qui compose avec l'Université McGill? Mais la notice scientifique doit avoir une clarification de ces entités. Un autre élément sur lequel nous voulons travailler avec vous dans l'initiative mondiale de l'UNESCO, c'est le suivi de la science ouverte. Nous voulons connaître la science ouverte afin de bien comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Nous avons l'Observatoire de sciences ouvertes européen. Il serait possible d'avoir une vision régionale et mondiale. Nous avons plusieurs chiffres ici sur le tableau. Nous sommes en train de créer des indicateurs plus avancés. Je vous montre quelques chiffres avec l'histogramme. Il faut regarder quelle est la publication or par rapport à la publication ouverte vert. Nous pouvons avoir les données par pays, par région, par établissement. C'est important comme outil partagé pour que nous puissions collaborer pour voir comment façonner l'avenir. Je m'excuse, Kathleen, d'avoir pris quelques minutes de plus pour ma présentation, mais c'est tout. Parfait, c'était très bien. Merci beaucoup, Natalia. Ça nous a donné des exemples concrets de ce que OpenAir fait et ce qu'OpenAir peut faire pour nous. J'aimerais dire que le terme science ouverte est assez courant en Europe, mais science ouverte, c'est général. Ça fait souvent référence à l'érudition ouverte. Dans ce cas-ci, on parle de la recherche en sciences humaines et en sciences sociales, pas seulement les sciences dures. Nous avons une question dans la section de questions et réponses, mais j'aimerais aussi dire qu'il s'agit d'une infrastructure ouverte menée par le secteur. Le secteur sait qu'il faut progresser.
J'ai participé à une réunion au milieu de la nuit qui se déroulait en Asie. Ces acteurs asiatiques partageaient leurs activités, ce qu'ils utilisaient pour mesurer leurs produits de recherche étaient les produits commerciaux comme Scopus, mais ça ne reflète pas les revues locales, le contenu dans le dépôt. Il est donc très important d'avoir d'autres mesures. Et les produits commerciaux favorisent les revues avec lesquelles ils collaborent. Donc, nous voulons appuyer cette infrastructure non commerciale. En Europe, vous avez accueilli les organisations canadiennes pour qu'elles puissent bénéficier de vos travaux. Nous avons seulement le temps pour une question. Je ne veux pas trop déborder. J'ai répondu en partie à la question de Léa. Peut-être que Natalia aurait des réponses. Quelles sont les faiblesses dans le paysage de la publication commerciale qu'on peut utiliser pour défendre l'investissement dans les infrastructures open air auprès de nos administrateurs universitaires? Vous avez mentionné quelques éléments. Il n'y a pas de couverture complète des produits commerciaux. Ce n'est peut-être pas un enjeu pour le Canada. Il y a aussi la question de transparence quand nous parlons de nouvelles mesures et évaluations de recherche pour la science ouverte. Et je ne sais pas si je ferai confiance à un élément fermé. Surtout les mesures et les algorithmes derrière ces systèmes qui sont opaques. J'ai songé à la façon dont la Commission européenne va établir son système de surveillance. Effectivement, à un certain point, nous allons avoir deux branches parallèles, la branche commerciale et la non commerciale. Pour la branche commerciale, ce sera important d'avoir plus de deux joueurs. Il faudra avoir des organisations plus petites, soit des entreprises en démarrage ou des petites entreprises qui seront en mesure d'offrir les services fondés sur le contenu ouvert. Vos investissements dans votre bibliothèque devraient faire partie d'une organisation mondiale. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à travailler avec Cyber ou Pure? Je ne le sais pas. Tout dépend des intentions pour l'avenir. Est-ce que vous voulez dépendre d'un seul fournisseur? C'est une des questions qu'il faut se poser. Merci beaucoup, Natalia. Par souci de temps, je vais céder la parole à Mathieu Lucas, directeur de stratégie coopérative au CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines. Mathieu, la parole est à vous. Oui, je vais maintenant partager mon écran. Dites-moi si vous voyez bien ma présentation. Oui. Merci, Kathleen. J'aimerais aussi remercier les organisateurs de la réunion, surtout au nom de mes collègues au CRSNG et à l'IRSC pour nous avoir appuyés. Comme vous le voyez ici, ce projet est très important pour nous aider à concrétiser la vision que nous avions pour que la recherche financée par le gouvernement fédéral soit disponible pour les Canadiens et ailleurs au monde. Nous voulons aussi utiliser des moyens plus innovants. C'était une exigence développée par notre conseillère scientifique en recherche, Mona Nemer, et j'ai eu le plaisir de participer à ce projet de recherche. Je vais être bref. Je vais vous donner un survol de, premièrement, la politique sur les publications. Je vais parler du partenariat entre OpenAIRE et l'ABRC. Je vais parler de la conformité et certains points à retenir que les organismes de financement envisagent. En 2015, nous avons lancé
notre politique sur le libre accès aux publications des trois organismes. Les publications devaient être accessibles librement 12 mois après les dates limites de publication. L'information doit être accessible. Il faut que l'information soit utilisée de façon intéressante. En lien à la politique, il y a deux bénéfices principaux ressortant du projet. Premièrement, pour rendre les produits de recherche du Canada plus visibles. Avant ce projet, il n'y avait pas un outil qui pouvait servir à chercher et trouver des articles en libre accès, soit pour le secteur en général et même pour les organismes. Les organismes de financement ne savaient pas quelles publications étaient en libre accès. Je vais vous expliquer nos efforts pour jeter un peu de lumière là-dessus. Un autre bénéfice, nous avons pu surveiller les tendances de publication en libre accès. Nous faisons partie des efforts mondiaux pour améliorer l'accès. Nous voulions faire partie des discussions sur la science ouverte et son financement. Nous avons aussi pu comprendre la conformité à nos politiques et nous avons trouvé des façons de surveiller la conformité de façon efficace. Il y a une étude en 2018 dans Nature qui parlait de la conformité aux politiques sur le libre accès parmi les organismes de financement. L'étude avait conclu que la conformité n'était pas énorme. Puisque je viens du Conseil de recherche en sciences humaines, notre recherche financée par le CRSH ne trouvait pas un chemin de publication en libre accès de façon satisfaisante. Au départ du projet, nous voyions une opportunité d'offrir plus d'informations sur les taux de conformité sur la publication en libre accès. À l'interne, en fonction des données que nous avons reçues d'OpenAir, et aussi en faisant des références croisées avec d'autres données de science, ainsi qu'avec des vérifications de faux négatifs, nous avons mené une étude des trois organismes sur le libre accès en 2020. Je pourrais vous le présenter à la fin si j'ai le temps. L'étude s'est penchée sur tous les articles qui étaient publiés en libre accès et nous avons regardé les articles qui n'étaient pas en libre accès pour voir s'il était possible de trouver ces articles par d'autres moyens. Heureusement, ce projet a prouvé qu'il était possible de trouver ces articles. Nous avons travaillé avec Kathleen et son équipe pour rendre ces articles plus visibles par le portail d'OpenAir. C'est encore difficile de les trouver. Les organismes ont de la difficulté à intégrer la conformité dans le processus de demande de financement. Nous voulons savoir où il y a encore des difficultés pour publier en libre accès et nous voulons voir comment nous pouvons aider à surmonter ces difficultés. Ce n'est pas un avantage marginal de faire partie du projet. Un des grands avantages du projet, nous avons pu rassembler les acteurs en sciences ouvertes, en accès libre, le gouvernement du Canada et d'autres acteurs de l'écosystème de recherche. Nous avons pu comprendre comment travailler ensemble pour faire progresser le libre accès. Nous avons aussi appuyé différentes initiatives en cours partout au Canada. Les points à retenir, les prochaines étapes, nous travaillons à la fois avec ce projet et nous travaillons entre les trois organismes de financement pour comprendre les obstacles au libre accès. Nous savons que notre politique n'est pas aussi bien comprise qu'on le souhaite. Nous voulons faire de la promotion de différents canaux vers le libre accès pour nos chercheurs. Nous savons que sans des bonnes données, sans des bons liens dans les données, notamment les reconnaissances des bailleurs de fonds et des liens vers les numéros de demande de financement, la conformité est beaucoup plus difficile. À l'interne, nous menons des efforts pour créer des identifiants pérennes et de les rendre disponibles
pour les demandes, ce qui permet le lien aux publications, des liens aux ensembles de données, et ainsi de suite. Notre vision de pouvoir tout comprendre du point de vue de l'organisme, de savoir ce que nous finançons et quels sont les résultats de recherche et qui utilise cette recherche. Et nous pourrons simplifier nos efforts dans l'avenir, dans ce projet, dans nos travaux sur le libre accès et notre travail sur la gestion de données. Notre relation avec les bibliothécaires a été clé. Nous avons eu le plaisir de collaborer avec l'ABRC et bon nombre d'entre vous sur ce projet et d'autres projets. Encore une fois, j'aimerais remercier le groupe de nous avoir inclus. À la fin de cette présentation, je pourrai répondre à vos questions au sujet du travail des organismes. Nous pouvons aussi répondre à vos commentaires sur les orientations de la science ouverte et de la communication savante ouverte. Merci beaucoup, Mathieu. J'espère que vous allez pouvoir rester un peu après l'heure. Nous allons peut-être dépasser un peu le temps. Si vous pouvez rester, nous allons avoir du temps pour des questions. Je vais maintenant céder la parole à Viviane Lewis, bibliothécaire universitaire à l'Université McMaster, présidente actuelle de la BRC. À vous la parole, Viviane. Merci beaucoup. J'ai appris plusieurs choses au cours de la dernière minute. J'ai l'honneur de vous adresser la parole sur un enjeu aussi important. Évidemment, l'amélioration de la visibilité internationale de la recherche canadienne. En vérité, je vous parle de deux perspectives. Premièrement, du point de vue de la présidente de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, qui est la voix de 29 bibliothèques de recherche au Canada et nos deux établissements fédéraux. L'amélioration de la recherche et de l'enseignement supérieur fait partie de la mission de l'ABRC. Mais je vous parle aussi aujourd'hui de mon point de vue en tant que directrice de bibliothèque universitaire. Je viens de l'Université McMaster, où il y a beaucoup d'activités de recherche. L'Université McMaster utilise MaxSphere, qui est notre dépôt institutionnel. MaxSphere comporte à peu près 20 000 dissertations de recherche et articles de toutes les disciplines. Nous hébergeons aussi le système de gestion d'information universitaire. Nous menons le service de gestion de données sur le campus et nous créons une grande expertise en bibliométrie. Je suis très fier de vous dire que notre bibliothécaire de dépôt a été membre du groupe de travail sur les dépôts ouverts. Par les efforts de Gabriella, McMaster est maintenant un site d'hébergement pour Canada Research, qui est l'agrégateur de métadonnées aidant OpenAir à moissonner les notices des dépôts canadiens qui ne peuvent pas adopter les directives OpenAir. La BRC et ses bibliothèques membres ont fait la promotion du libre accès depuis plusieurs années. Notre travail actuel vient d'un document initial qui a été publié en janvier 2017. La feuille de route des communications savantes de la BRC. La feuille de route reconnaît le besoin de systèmes ouverts et efficaces pour les communications savantes. Mais ce système doit être contrôlé par d'autres acteurs que les entités commerciales. Nous voulons que le système soit supervisé par le milieu de recherche. Les bibliothèques de recherche jouent un rôle central dans ce travail. Le document, soit la feuille de route, parle du besoin de faire de la sensibilisation sur le libre accès, le besoin de promouvoir et accélérer l'adoption de politiques quant au libre accès et de baisser les barrières économiques. Nous reconnaissons qu'à l'époque que nous avons rédigé la feuille de route, le système de communication savante était complexe. On ne pouvait pas résoudre tous les problèmes systémiques à nous seuls. Nous nous sommes engagés
à l'époque et nous engageons encore aujourd'hui à agir sur le plan national et de faire de la coordination internationale. Donc, cette concentration sur la collaboration internationale est devenue très importante dans notre engagement avec OpenAir. Nous avons besoin de solutions créées par le milieu universitaire. Plus tôt cette année, Spark a publié son analyse et sa feuille de route pour des actions. Dans le document, on indiquait qu'un petit groupe de fournisseurs commerciaux contrôle de plus en plus la publication universitaire, ainsi que l'analyse et les logiciels de publication. Dans plusieurs cas, les actions étaient dirigées par le profit plutôt que par une volonté de rendre la science librement accessible. L'UNESCO mènera un vote avec les États membres sur le besoin de libre accès. La recommandation de l'UNESCO indique que la science est un bien commun qui nécessite de la coopération internationale en différentes entités. Les efforts communautaires pour créer de la science ouverte sont très importants pour garantir la pérennité à long terme. Nous avons de bonnes politiques au Canada, publiées par les 3 organismes de financement, comme Mathieu l'a mentionné, en mandatant le libre accès et la gestion de données de recherche. Historiquement, les bibliothèques de recherche ont géré les dépôts institutionnels de façon indépendante. Nous avons créé nos propres plateformes comme mesure d'application locale. Il s'agissait de dépôts institutionnels qui complétent la production universitaire d'un établissement, d'une université, département par département. Récemment, nous avons commencé à travailler pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à nos dépôts et nous avons amélioré la découverte du contenu dans les diverses mises en œuvre de systèmes. En novembre 2017, la BRC a établi le groupe de travail sur les dépôts verts avec l'objectif de créer des priorités stratégiques pour les dépôts au Canada. En janvier 2018, il n'y a pas si longtemps, nous avons annoncé la collaboration avec OpenAir dans le cadre du projet pilote avec OpenAir. Nous voulions créer une porte d'accès pour le contenu canadien avec un accent sur les projets financés par les 3 organismes. Bon nombre d'efforts ont été menés par le groupe de travail sur OpenAir mené par Pierre Lasso, qui prendra la parole sous peu. Le travail a été coordonné par la Confédération des dépôts en libre accès, CORE. En juillet 2020, la BRC a publié des investissements en libre accès, une étude vaste sur les dépenses, les services, le personnel, l'infrastructure de soutien à l'érudition ouverte. Le document illustrait une grande gamme d'investissements dans nos projets. Bien que les résultats étaient impressionnants, bon nombre d'entre nous ont voulu augmenter cet investissement au fil du temps. Dans les quelques minutes qu'il me reste, j'aimerais réfléchir aux avantages de participer à OpenAir du point de vue d'une directrice bibliothécaire. Je vais me concentrer sur 5 bénéfices qui correspondent bien aux bénéfices mentionnés par Natalia. Premièrement, premier bénéfice. Pour les bibliothèques et les personnes qui y travaillent, nous voulons augmenter la visibilité et la découverte de la recherche pour servir le bien public. Nous avons essayé de convaincre les chercheurs que le libre accès est la bonne décision. La pandémie a rendu ce besoin de rendre la recherche visible encore plus pressant. Nous savons qu'il est important de rendre la recherche plus visible et plus facile à découvrir. Ensuite, nous voulons contribuer à créer une source de recherche mondiale, celle qui dépasse ce qu'un établissement ou un pays peut faire individuellement. Troisième bénéfice, nous voyons une valeur claire d'avoir des solutions créées par les universités pour régler l'écosystème de publication.
Nous aimons la nature de libre accès d'OpenAir et le fait que c'est créé par notre propre secteur. Quatrième bénéfice, nous voulons augmenter la proposition de valeur pour nos chercheurs et chercheuses. Celles-ci veulent que la recherche soit visible sur la scène mondiale, sachant que nos dépôts peuvent déposer directement ou consigner leurs travaux par l'agrégateur pour que les travaux soient visibles et utilisés là où c'est nécessaire. Enfin, comme directeur de bibliothèque universitaire, nous voulons utiliser les investissements que nous avons déjà faits dans nos dépôts. Nous voulons pousser les limites de nos plateformes actuelles. Nous voulons adopter la nouvelle fonctionnalité. Nous voulons utiliser à bon escient l'expertise de nos gestionnaires de dépôts et d'autres membres du personnel pour augmenter leurs habiletés et ouvrir leur réseau. En conclusion, j'ai commencé mes commentaires en faisant référence à la feuille de route des communications savantes de l'ABRC. Je termine en revenant sur ce document central. La collaboration entre l'ABRC et OpenAir nous aide à réaliser la vision qui est établie dans la feuille de route pour créer un système ouvert, durable, que ce système soit gouverné et géré par le secteur, de faire comprendre le rôle central des bibliothèques de recherche dans ces travaux et de bien démontrer notre intention d'agir nationalement et de faire de la coordination à l'international. Je vais m'arrêter ici et je vais maintenant céder la parole à Kathleen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viviane. C'était merveilleux. Sans plus tarder, je vais inviter notre dernier présentateur, le dernier, non le moindre, Pierre Lassour de l'Université Laval et président du groupe de travail de la BRC sur OpenAir. Pierre va nous donner des aspects pratico-pratiques sur la discussion, démontrer ce que nous avons réalisé jusqu'à présent par la collaboration. Pierre, à vous la parole. Merci, Kathleen. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais m'exprimer en français pour cette présentation. Le diaporama, par contre, sera en anglais. Alors effectivement, je vais donner en fait ici, l'idée c'était de conclure par un petit aperçu du terrain, comment ça se passe d'un point de vue pratico-pratique pour participer à OpenAir. Donc je vais vous parler brièvement des deux stratégies qui ont été définies pour la participation des institutions canadiennes à OpenAir et je terminerai en fait en présentant globalement le webinaire d'aujourd'hui était le premier d'une série de 3. Je vous mentionnerai un peu les deux autres sessions qui vont être des sessions beaucoup plus pratiques sur l'implantation des guides. Donc ici, c'est pour vous donner juste un panorama de ce qu'il faut faire. Je passe rapidement sur cette première diapo. Vous avez entendu parler un petit peu déjà de la feuille de route de Carl sur la communication savante. Je mentionne quand même aussi une affirmation qui avait été faite par Coar sur les dépôts de nouvelle génération et qui a un peu beaucoup, au départ, lancé les réflexions au Canada sur la constitution donc d'une infrastructure distribuée de dépôts institutionnels. L'idée étant d'essayer de voir comment participer à des infrastructures existantes plutôt que de réinventer au complet une infrastructure. Donc, cette collaboration entre OpenAir et Carl, elle a pris forme en 2018 avec la création du groupe de travail sur les dépôts ouverts et plus spécifiquement d'un sous-groupe qui était dédié à surveiller en fait, le projet OpenAir. Du côté d'OpenAir, le Canada était aussi dans les livrables avec donc dans le projet OpenAir Advance avec un sous-ensemble en fait qui était de concevoir un agrégateur pour le contenu canadien. Justement, cette agrégation, donc cette vue des contenus canadiens en libre accès, c'est un des gros atouts d'une participation à OpenAir. L'agrégation des contenus se fait de plusieurs sources différentes. Vous l'avez vu par ce qui était appelé le Research Graph d'OpenAir. Donc, il y a Crossref, PubMed, des éditeurs, des journaux canadiens et aussi, bien sûr, si on connecte nos dépôts, les contenus de nos dépôts qui seraient ajoutés. Et une des idées fondamentales, c'est de faire des liens. Ça, je pense que ça a été bien décrit aussi précédemment. Donc, des liens entre, bien sûr, les publications et les fonds, mais aussi les publications et les données de recherche. Donc, d'essayer de délimiter des liens de contenu au travers d'une interface et d'une infrastructure.
Alors, comment est-ce que votre dépôt local peut participer, votre dépôt institutionnel peut participer? Participer à OpenAir, tout est question de guide de métadonnées. Et plus spécifiquement, pour celui qui nous intéresse dans les dépôts de littérature scientifique, donc le Guidelines for Literature Repositories, la version 4 plus précisément, qui est celle qui a le plus d'importance. Alors, devenir compatible, participer à OpenAir, il y a deux stratégies possibles. C'est de le faire vous-même, donc la récolte directe des données dans votre dépôt, ou c'est de participer par l'initiative qui a déjà été mentionnée par Viviane dans la présentation précédente, Canada Research. Si vous vous posez des questions, un petit mot sur les dépôts de données. Portage, en fait, Endrio maintenant a fait le développement pour que les données agrégées se retrouvent dans OpenAir. Donc ça, au niveau de la connexion, elle est déjà faite. Donc vous pouvez participer par l'intermédiaire d'Endrio. Petite précision, ces deux scénarios ne sont pas des scénarios clés en main. C'est-à-dire, en fait, notamment que vous choisissiez, par exemple, le dépôt, la collecte directe de vos données par OpenAir va nécessiter quand même un certain temps de développeur. Il y a certains ajustements à faire, même si des solutions existent. Vous avez vu circuler le patch pour DSpace qui avait été développé par For Science. Pour ePrints, il y a aussi un plugin qui a été développé par l'Université de Concordia. Ça fait une partie du travail, mais il y a quand même de la main à la pâte pour être compatible. Et au niveau de la collecte par Canada Research, ici, c'est moins que du technique, c'est plus en fait de l'intervention sur les métadonnées. Donc, essayer de modifier les métadonnées pour faire en sorte que tout passe correctement. Donc, il y a un effort à fournir ici. Vous avez vu également dans les présentations précédentes le système qui permet chez OpenAir de modifier ou de bonifier, on va dire plutôt, les données sur les institutions. Donc ça, c'est une fois que vous participez, que vos données sont contribuées, vous avez la possibilité aussi d'aller améliorer la façon dont vos données sont représentées dans l'infrastructure d'OpenAir en allant modifier la façon dont sont identifiées les institutions. Je passe rapidement là-dessus. Je voulais vous donner quelques petits exemples. Plusieurs universités canadiennes sont déjà compatibles avec le guide de la version 4. Vous les voyez ici. Ça s'est fait sous forme de pilote pour certaines dans le cadre des travaux du groupe OpenAir. Et je terminerai en fait en vous invitant aux prochaines sessions, dont les invitations ne sont pas encore envoyées, mais on va les envoyer sous peu, pour la session 2, qui sera une session dédiée à l'implantation d'OpenAir. On va vraiment rentrer plus dans le détail sur qu'est-ce qu'il faut faire au niveau pour y participer directement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on participe à Canada Research. Et il y aura une dernière formule cette année, une dernière session qui sera dédiée à des groupes de discussion, donc pour répondre à toutes vos questions au niveau de la participation à OpenAir, comment faire, s'il y a des questions techniques, ce sera une occasion de les poser. On sera entouré de plusieurs personnes qui ont déjà fait des implantations et qui pourront répondre à vos questions. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Pierre. It's 12:01. Donc, il est maintenant midi 1, heure de l'Est. Je me demande si les présentateurs et présentatrices peuvent rester quelques minutes encore. Nous pourrions répondre à certaines des questions. Si vous voulez activer vos caméras, est-ce que ça vous convient? Très bien. Nous voyons des commentaires dans le fil de discussion et dans la section questions et réponses. Mathieu, est-ce que le rapport sur la conformité a été publié? Non. Les organismes sont en stade de vérification de chiffres et nous voulons décider comment rendre les résultats disponibles publiquement. Si vous avez des questions, communiquez avec moi. Nous pouvons partager un peu d'informations avec vous. J'invite l'auditoire à ajouter des questions dans la section Q&R dans la langue de votre choix, alors que nous attendons pour d'autres questions potentielles. J'aimerais poser une question à Natalia.
L'un des défis avec l'infrastructure ouverte, c'est l'enjeu de pérennité et de financement durable. Dans le contexte d'OpenAir, je sais que vous êtes financé généralement par la Commission européenne. Est-ce qu'il y a un plan de pérennité pour OpenAir? Oui, parfait. Merci, Kathleen. C'est une grande question. Toute infrastructure ouverte et publique doit traiter de cette question. Nous discutons de la question avec nos membres. Dans OpenAir, nous avons une association de membres et nous avons le service. Les coûts des services sont substantiels. Les coûts de rassembler les différents acteurs sont semblables à d'autres associations de membres. Nous sommes en train de nous pencher sur ces enjeux. Nous étudions nos chiffres comme les indicateurs clés de rendement ou de performance qu'on peut tirer de téléchargement. Nous parlons de milliers de clics chaque jour. Nous ne voulons pas mettre de barrières d'accès. Cependant, nous aimerions savoir qui utilise les données et pour quelles raisons les données sont utilisées. La Commission européenne a financé Zenodo, mais Zenodo est utilisé par des chercheurs partout au monde. 50 de la capacité est utilisée par l'Europe et 50 est utilisée ailleurs au monde. Donc, nous avons des questions quant au financement. Avec les données de recherche, il faut de plus en plus d'espace de stockage. Ce n'est pas seulement le stockage existant, mais aussi les copies de sauvegarde. C'est ni plus ni moins un dépôt d'archives. Nous allons regarder les services. Chaque service pourra avoir des mécanismes de revenus pour les services. En fin de compte, si nous voulons avoir une infrastructure publique durable, il faut déterminer si ça fait partie de la feuille de route et de la stratégie nationale d'un pays. Pas d'un établissement, mais plutôt d'un pays. Ce serait plus facile d'agir sur le plan des États membres. Donc, la question, c'est est-ce que nous avons un plan? Oui. Est-ce que nous avons des conclusions? Non. Je crois que ça reflète les discussions assez complexes pour les responsables d'infrastructures. Il y a toujours l'enjeu des personnes qui utilisent gratuitement. Zenodo est un grand dépôt d'archives du CERN, mais n'importe qui peut s'en servir sans avoir à payer. Les établissements ont besoin d'un modèle de financement durable pour ces services. Comme j'ai mentionné, le European Open Science Cloud a été un catalyseur des services. Ce n'est pas seulement une question de services de communication savante, mais des services informatiques et le stockage. Le graphique, comme vous l'avez mentionné, nécessite de grandes ressources informatiques. Le European Open Science Cloud a fait part de cette priorité. Le modèle d'affaires de la science ouverte entre maintenant dans la discussion. Merci beaucoup, Natalia. Je ne vois pas d'autres questions. J'aimerais poser une dernière question. C'est probablement une question pour Talia, Viviane et Pierre. C'est vraiment une question de justifier notre participation dans ces infrastructures. Sur le plan national, nous voyons la valeur pour nos bailleurs de fonds. Parfois, nous avons plus de difficultés à justifier
les avantages des établissements de prendre part dans ces services. Avez-vous des mots de sagesse pour partager? Nous pouvons peut-être commencer par Viviane. Oui, très bien, merci. Je pense aux discussions que nous avons sur nos campus quant au dépôt institutionnel. Parfois, l'adjectif institutionnel n'est pas bien accueilli parce que nos chercheurs l'entendent, mais ça semble être une visibilité limitée sur le plan de l'établissement, alors que les chercheurs veulent que leur recherche soit disponible sur le plan mondial. Avec OpenAir, nous pouvons justifier l'avantage de la visibilité mondiale. Ça fait partie d'un nouveau récit qu'on peut utiliser pour défendre les dépôts. Je pense que c'est très important. Parfait, merci, Viviane. J'invite Pierre ou Talia de partager des commentaires si vous voulez ajouter quoi que ce soit. Talia, oui, merci pour la question. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Viviane. Il faut aussi savoir que les bibliothèques ont joué un rôle de défenseur d'intérêt depuis longtemps. Les bibliothèques universitaires sont des intervenants clés quand nous parlons de la recherche et de la visibilité sur le plan mondial. Et la longévité des produits de recherche, ça nous positionne très bien pour parler de ce point. Avec l'augmentation du contenu numérique, il y a un besoin de réimaginer les processus de travail et l'infrastructure numérique avec des initiatives, notamment comme Portage, le DFDA, McMaster qui héberge Canada Research. Nous avons prouvé que nous pouvons collaborer afin d'augmenter la visibilité de la recherche canadienne sur le plan national et international. Nous avons prouvé notre capacité de faire avancer ce travail dans un rôle de responsabilité à long terme. Je crois que ce sont des choses dont nous devrons être fiers. Merci. Mathieu? Oui, j'aimerais intervenir rapidement. Ce qui est unique de la politique des trois organismes publiés en 2021, les établissements doivent créer des stratégies pour la gestion de recherche de données de recherche. Il y a des liens forts entre les trois organismes et les bibliothèques de recherche. Les bibliothèques sont bien placées pour aider les établissements à établir les stratégies de gestion de données de recherche. Il sera possible de fournir l'aide et d'aider les établissements à comprendre où sont les autres sources de soutien à la création de stratégies. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Ce sont des points très importants. Nous devons continuer à bien défendre notre cas pour que ça résonne dans les établissements, pour trouver de l'adhésion auprès des chercheurs et des administrateurs dans les universités. Nous pouvons conclure. Merci, Natalia, d'avoir pris du temps pour nous adresser la parole. Merci, Mathieu, Pierre, Viviane et Talia. Nous voulons continuer de faire avancer le projet. Pour ceux et celles qui participent à notre prochain webinaire, restez à l'affût. Nous allons envoyer des invitations et des dates. Super. Merci encore une fois. Merci tout le monde.